Salut tout le monde. Me revoilà avec une nouvelle série de vidéos que je regrouperai dans une playlist traitant des contes, mythes et légendes. Aujourd'hui, je vais parler d'une histoire écrite en 1814 par Adelbert von Chamisso. Von Chamisso, né en France en 1781 et part en Allemagne en 1790, sert ensuite dans l'armée prussienne et devient féru de littérature et de sciences naturelles. Il occupe le poste de directeur adjoint du jardin botanique de Berlin et s'impose comme un éminent poète du romantisme. Il décède en 1838, une de ses œuvres majeures est l'histoire merveilleuse de Peter Schlemihl dont je vais donc traiter. Il s'agit d'un texte souvent comparé au Faust de Goethe de 1808, mais écrit en toute simplicité pour les lecteurs de tout niveau. Dans la traduction canadienne disponible en ligne, le titre est traduit en Pierre Schlemihl. Cette francisation me semble totalement superflue, ne faites pas ça, de grâce, gardez les noms d'origine. En yiddish, d'après ce qu'a pu m'en dire Gérard Bensussan et après contre-vérification rigoureuse, Schlamassel désigne le malchanceux et Adelbert von Chamisso a fait de Schlemihl un nom propre pour désigner son héros infortuné. Le récit commence d'emblée à la première personne. Un jeune homme débarque d'un bateau, il parle d'une traversée, et se renseigne dans une auberge sur la direction à prendre pour rejoindre la demeure d'un certain Monsieur Thomas John. Notre héros est muni d'une lettre de recommandation et cherche par conséquent à travailler contre rémunération. Le garçon arrive dans une demeure luxueuse et se fait recevoir par une troupe de gens fortunés, à la tête desquels se trouve Thomas John. Parmi les convives, Peter remarque aussi une très jolie jeune femme du nom de Fanny. Très vite, l'auteur met l'accent sur le choc des mondes entre les riches et les pauvres et le mépris dont font preuve les bourgeois. On a là une excellente prémisse à Max Stirner et au duo Marx-Engels quelques années plus tard. C'est précisément parce que Max Stirner évoque Peter Schlemihl dans sa réponse à Kuno Fischer que je fais aujourd'hui la présente vidéo. En résumé, je commente l'histoire merveilleuse de Peter Schlemihl à cause de quelques lignes de Stirner. Vous pouvez à loisir prendre ça pour une obsession ou du pointillisme universitaire, à votre guise. Je cite les mots méprisants de Thomas John dans le texte. « Celui qui ne possède pas au moins 1 million, dit-il, n'est, pardonnez-moi le mot, n'est qu'un gueux. » Le jeune homme se fait inviter dans cette troupe de bourgeois et il se livre à quelques activités futiles. Très vite, le garçon remarque un homme en gris qui parvient à faire sortir des objets improbables de ce qui semble être une poche sans fond. Quand je dis des objets improbables, je veux dire une longue vue, passe encore, mais aussi un tapis de plus de 20 mètres de long sur plus de 10 de large. On est donc d'ores et déjà débarqué en pleine littérature fantastique romantique. Le garçon précise que ce qu'il y a de tout aussi surprenant est le fait qu'aucun des membres de la troupe ne semble s'émouvoir de ces événements. Ils font comme si de rien n'était. L'homme gris sort ensuite de sa poche de quoi monter une tente pour la nuit et même 3 chevaux. La scène devient digne d'un cartoon si on s'en fait une représentation mentale. Intrigué mais aussi effrayé par l'homme gris, Peter Schlemihl tente de prendre la tangente discrètement, avec dans l'idée de revenir le lendemain et de questionner Thomas John sur cet étrange personnage. Mais l'homme en gris le suit et se présente à lui. Le jeune homme dit être comme l'oiseau fasciné par le serpent. On comprend que derrière ses excellentes manières et sa timidité feinte, l'homme en gris a des arrière-pensées. Il formule alors une demande complètement extravagante et s'adresse au jeune homme de la façon suivante. Pendant le peu de moments que j'ai joui du bonheur de me trouver auprès de vous, j'ai, à plusieurs reprises, je vous demande 1000 excuses, monsieur, si je prends la liberté de vous le dire, j'ai contemplé avec une admiration inexprimable l'ombre superbe, sans aucune attention et avec un noble mépris, vous jeter à vos pieds cette ombre même que voilà. Encore une fois, monsieur, pardonnez à votre humble serviteur l'insigne témérité de sa proposition. Daigneriez-vous consentir à traiter avec moi de ce trésor? Pourriez-vous vous résoudre à me le céder? Fin de citation. L'homme gris propose de ranger l'ombre du héros dans sa poche et de lui échanger contre un prix parmi plusieurs. Cette proposition est pour le moins saugrenue dans la réalité, puisque vous connaissez l'expression « suivre comme son ombre ». Vous pouvez toujours essayer de dire à votre ombre « veux-tu bien cesser de me suivre ?» Je pense pouvoir vous garantir que cela ne marche pas comme ça. Mais puisque nous sommes dans le registre du conte et du fantastique, du surnaturel, voilà une bonne base pour faire une belle histoire. Peter Schlemihl choisit la bourse de Fortunatus. L'homme en gris détache alors l'ombre du jeune homme, la plie, la roule et la met dans sa poche. Il disparaît ensuite dans un bosquet de roses en riant. Le garçon perd connaissance dans un flash lumineux et revient à lui. Il remplit ses poches d'or avec sa bourse illimitée et se dirige vers la ville.
Malheureusement, Peter Schlemihl est affublé d'une malédiction. Tous les hommes dont il croise le chemin remarquent immédiatement qu'il n'a pas d'ombre. Dès qu'il marche au soleil, Peter Schlemihl se fait montrer du doigt et même agressé par des enfants qui le caillassent. Le garçon se réfugie ensuite dans une chambre de l'hôtel le plus luxueux des environs et se livre à une frénésie de création d'or. Il va jusqu'à plonger dans un tas de pièces comme le ferait l'oncle Picsou. Le lendemain matin, Peter Schlemihl se rend également compte que l'or qu'il sort de sa poche sans fond ne peut plus être remis à l'intérieur. Il est donc obligé de le cacher dans les armoires. Le jeune homme dépense une partie de son or dans des futilités et se décide à réaffronter le monde des hommes. Mais même la nuit, son amertume est immense car il est devenu un paria aux yeux de tous, comme si la rumeur à son sujet s'était répandue et comme si les hommes savaient instinctivement qu'il n'a plus d'ombre, comme s'il était maudit, comme je le disais avant. Peter s'octroie les services d'un valet nommé Bendel et le lendemain matin se met en quête de l'homme gris. Malheureusement, personne ne se souvient de l'homme en gris et les bourgeois qui accompagnent Thomas John constatent que oui, il y a bel et bien de nouveaux objets luxueux, mais aucun d'entre eux ne se rappelle comment ils ont pu arriver là. Cependant, un homme est venu transmettre le message suivant à Bendel, je cite « Dites à M. Peter Schlemihl qu'il ne me reverra plus ici parce que je vais passer les mers et que le vent qui vient de se lever ne m'accorde plus qu'un moment, mais que d'aujourd'hui dans un an, j'aurai moi-même l'honneur de venir le trouver et de lui proposer un nouveau marché qui pourra lui être alors agréable. Faites-lui mes très humbles compliments et assurez-le de ma reconnaissance. » Fin de citation. Les choses commencent à sentir mauvais pour Peter Schlemihl, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit poindre le traquenard. Il va souffrir de ne plus avoir son ombre pendant un an et cela va l'affaiblir pour la négociation future. Bendel décrit l'homme en gris qui coïncide en tout point avec la description que son maître lui en a fait, mais comme par magie, n'a pas su le reconnaître sur le moment. Une fois encore, il y a quelque chose d'hypnotique ou de surnaturel chez l'homme en gris. Peter, attristé, se dit, je cite, « comme le dragon qui couve son trésor ». Fin de citation. Privé de toute interaction sociale et seul dans son malheur, mais doté d'une richesse infinie. Seul son valet Bendel demeure un confident fidèle et loyal. Un jour venu, Peter a l'idée de convoquer un peintre renommé pour qu'il peigne dans le plus grand secret une ombre à l'homme qui n'en a plus. Peter ment et dit que son ombre a gelé et explosé en Russie suite à des températures extrêmement basses. Le peintre répond qu'il ne saurait la remplacer convenablement et que Peter ferait mieux de rester loin du soleil et de la lumière. Peter craque alors complètement et se confie à Bendel qui lui jure la fidélité la plus totale, malgré la malédiction de son maître. Étant plus grand et plus large que son maître, Bendel va s'arranger pour lui prêter son ombre quand ils sortent tous les deux, en le recouvrant du mieux possible de la sienne. Peter retourne alors en société, soit couvert par Bendel, soit de nuit en évitant soigneusement les zones éclairées. Il courtise alors Fanny jusqu'au moment où elle hurle d'effroi et tombe en syncope lorsqu'elle réalise que cet homme n'a pas d'ombre. Peter prend alors la fuite avec ses gens, accompagné d'un certain Rascal, en attendant le retour de Bendel. Il s'établit alors à plus de 30 lieues de l'endroit, soit plus de 140 km environ. Oui, j'ai fait la conversion. Peter annonce alors que dans ce nouvel endroit, il a tenté en vain de se marier, mais qu'une supercherie fut découverte. Il décrit cependant à la fois sa tristesse et une perte de mémoire quant à son récit, comme si ses émotions l'avaient abandonné en même temps que ses souvenirs. Bendel sème des tonnes d'argent et achète une nouvelle demeure à Peter. Il laisse entendre à la population du village que c'est un homme distingué et d'une qualité rare qui vient emménager en ces lieux. Les villageois lui réservent un accueil chaleureux et un cortège triomphal vient à sa rencontre. Peter a le coup de foudre pour une jeune fille qui vient à sa rencontre et il regrette évidemment, pour ne pas changer, de ne pas avoir son ombre. Bendel fait l'intermédiaire et offre un diadème à la jeune fille qui était auparavant destinée à Fanny. On remarque quand même le pragmatisme de Peter, il recycle alors même qu'il a des ressources illimitées. Il franchit un véritable arc de triomphe improvisé sous les vivas de la foule et leur lance de l'argent en retour. La foule est en fait convaincue que c'est le roi de Prusse en personne qui voyage déguisé. Gavé d'orgueil et grâce à sa bourse sans fond, Peter Schlemihl ordonne une fête pour le lendemain et convie tout le village. Peter n'attend évidemment que la jeune femme dont il est épris et se fait introduire à ses parents, monsieur l'inspecteur des forêts et sa femme, ainsi qu'à leur fille, Mina. Il distribue également moult bijoux et pièces. Bendel informe toutefois de la malhonnêteté de Rascal qui puise dans les richesses de Peter. Mais il n'en a cure et préfère le garder à son service en raison de sa roublardise. Puisque ses richesses sont inépuisables, autant que tous en profitent.
Les habitants du village apprennent alors que Peter n'est pas le roi de Prusse et se perdent en conjectures. Ils continuent néanmoins de l'appeler par convenance le comte Peter, comme ils le font depuis le début. Peter ridiculise par après un homme qui voulait rivaliser de richesse avec lui. Ce dernier part en exil, humilié. Peter se fixe des règles strictes. Personne ne rentre dans ses appartements isolés, sauf Bendel. Il ne reçoit qu'à partir du soir et dans des zones fortement illuminées où tout peut se confondre en ombre. Pour parfaire le tout, la jeune Mina se sent honorée par son amour et lui rend très largement, comme une enfant du peuple qui pense être aimée par un roi. Mais très vite, Peter a des regrets et pleure dans les bras de son valet tout son désespoir. Il ne veut pas que son amour égoïste vire à la catastrophe pour Mina si sa duperie est découverte. Les parents de Mina acceptent toutefois l'amour des deux jeunes gens. Peter garde la vérité pour lui, mais explique de façon détournée à Mina sa situation. Celle-ci le prend pour un héros et est loin de se douter de quoi que ce soit. Peter demande Mina en mariage en consultant son père selon la tradition. Ce dernier accepte évidemment et Peter offre de payer pour des terres pour les loger et de refuser toute dot. Peter détourne l'attention des parents de Mina comme il le peut, mais cette dernière finit par réaliser de quelle affliction souffre réellement son futur époux et fond en larmes. L'année que devait attendre Peter avant de se réentretenir avec l'homme en gris s'écoule, et le jour fatidique, rien. Puis éclate une querelle entre Bendel et Rascal. Rascal fait irruption et met au défi son maître de lui montrer son ombre ou de lui donner congé. Rascal refuse même l'or de Peter et quitte les lieux. Le père de Mina demande ensuite à s'entretenir avec Peter. Il lui demande s'il connaît un certain Peter Schlemihl. Peter avoue son mensonge et le fait qu'il n'a plus d'ombre. Mais il ment effrontément et dit que s'il n'a plus d'ombre, c'est parce qu'un homme mal avisé a marché dessus et fait un trou dedans. Il dit qu'il l'a donné à raccommoder et qu'il l'attend incessamment sous peu. Le père de Mina lui donne alors 3 jours pour se présenter avec une ombre rattachée à sa personne, autrement il donnera sa fille à un autre prétendant. Mina est bouleversée et Peter s'isole seul dans la campagne. Je vous le donne dans le mille, l'homme en gris apparaît et lui dit sans attendre. Je vous avais annoncé mon retour pour aujourd'hui, mais vous n'avez pas eu la patience de m'attendre. C'est égal, rien n'est encore perdu. Vous suivrez mon conseil, vous rachèterez votre ombre que je vous rapporte et retournerez sur le champ sur vos pas. Vous serez le bienvenu dans le jardin de l'inspecteur et tout ce qui est passé n'aura été qu'une espièglerie. Quant à Rascal, qui vous a trahi et qui vous supplante auprès de votre maîtresse, j'en fais mon affaire. Le scélérat est mûr. Fin de citation. Peter peut garder sa bourse sans fond, l'homme en gris la lui laisse. Peter se rend alors compte qu'il s'était constamment trompé d'un jour quant au retour de l'inconnu et qu'il aurait pu éviter le scandale. Qui plus est, Rascal est un prétendant de Mina. L'homme en gris veut lui faire signer un billet pour lui rendre son ombre, à la condition explicite qu'il le dépossède après sa mort de son âme. Je cite, « Je sous-signais, lègue au porteur du présent mon âme après sa séparation naturelle de mon corps. » Fin de citation. L'homme en gris recueille quelques gouttes de sang et demande à Peter de signer avec. Lorsque celui-ci demande enfin qui il est, l'homme en gris a une réponse sibylline. Je cite, « Que vous importe, me répondit-il, et d'ailleurs ne le voyez-vous pas, je suis un pauvre diable, une espèce de savant, de physicien, qui pour prix de tout le mal qu'il se donne à servir ses amis, n'est payé par eux que d'ingratitude et n'a d'autre amusement dans ce monde que celui qu'il prend à ses expériences. Mais signez donc, là, au bas de l'écriture, Peter Schlemihl. » Fin de citation. Peter refuse alors de signer et dit que cela mérite au moins réflexion, son ombre pour son âme. L'homme en gris lui répond par une autre tirade, qui sont décidément les éléments les plus intéressants et les plus savoureux de toute l'histoire, en tout cas en ce qui me concerne. Je cite, « Ah ah !» reprit-il en partant d'un grand éclat de rire, « une chose qui mérite réflexion, mais oserais-je vous demander, monsieur, ce que c'est que votre âme, l'avez-vous jamais vue? Et que comptez-vous en faire quand vous serez mort? Estimez-vous heureux de trouver un amateur qui, de votre vivant, mette au legs de cette X algébrique, de cette force galvanique ou de polarisation, de cette entéléchie, de cette sotte chose, quelle qu'elle soit, un prix très réel, le prix de votre ombre, auquel sont attachés la possession de votre maîtresse et l'accomplissement de tous vos vœux? Ou voulez-vous plutôt la livrer vous-même, la pauvre Mina, aux griffes de cet infâme Rascal? Venez, je veux vous le faire voir de vos propres yeux, je vous prêterai ce bonnet de nuage. Il tirait quelque chose de sa poche. Et nous irons, sans qu'on nous voie, faire un tour au jardin de l'inspecteur. Fin de citation. Une entéléchie, pour le préciser, est un terme philosophique qui vient d'Aristote et qui fait référence à un état de parfait accomplissement de l'être.
C'est un principe métaphysique qui détermine un être à une existence définie, ici à travers l'adéquation entre une âme et son être, entre une âme et le corps auquel elle se rattache. L'homme en gris lui propose donc de survoler par enchantement le village et d'aller espionner les autres protagonistes. Peter refuse encore et l'homme en gris se vexe profondément. Il sort alors un atout de sa manche et exhibe son ombre et celle de Peter qui agissent de concert en toute synchronicité, celle de Peter mimant chaque mouvement de l'homme en gris. Touché en plein cœur, Peter vacille et l'homme en gris réitère sa proposition. Je cite. Il tient encore à vous. Allons, un trait de plume, monsieur, et vous sauverez cette pauvre Mina d'entre les griffes d'un vil scélérat, pour la presser avec amour sur votre sein. Allons, comte, un trait de plume. Fin de citation. Peter fond en larmes et fait signe à l'homme en gris de s'en aller. Bendel, qui inquiet était parti à la recherche de son maître, surgit alors et somme à l'homme en gris de rendre son âme à Peter sous peine de violence. Il finit par frapper l'homme en gris sur le crâne avec un gourdin, mais celui-ci tourne les talons et s'en va en emmenant à la fois l'ombre de Peter et Bendel, dont on ne sait pas ce qu'il advient pour le moment. Peter refuse la compagnie des hommes et se met à jouer les ermites tout en pensant tantôt à son amour pour Mina, tantôt à sa haine pour Rascal. Il précise que Bendel ne retrouve pas sa trace, on peut donc supposer qu'il est toujours vivant. Au bout de 4 jours, Peter se réveille et une ombre solitaire se tient près de lui. Il l'invite alors à devenir sienne pour leur profit à tous deux. Mais l'ombre est craintive et une course-poursuite s'engage. Peter rattrape l'ombre et se heurte pourtant physiquement au corps d'un homme qui le roue de coups. Cet homme porte un artefact magique, le nid d'oiseau, qui le rend invisible. Peut-être est-il maudit au même titre que Peter, ou bien suivant d'autres modalités. Dans tous les cas, Peter ramasse le nid et le met sur sa propre tête après leur empoignade. Comme il n'a pas d'ombre, son invisibilité est parfaite. Il laisse derrière lui l'autre homme qui se met à hurler de désespoir et à s'arracher les cheveux. Peter, bien content de son méfait, un vol pur et simple, se rend alors sans attendre au jardin du père de Mina. Peter, en pénétrant dans le jardin, entend un éclat de rire qui n'est pas sans rappeler celui du début du récit et a l'impression d'être suivi par un autre homme invisible. Ce n'est bien sûr que l'homme en gris qui apparaît alors matériellement à ses côtés, alors qu'une scène terrible se profile à portée de leur vue. Peter se rend alors compte qu'il a été dupé, tandis que leurs deux ombres sont côte à côte, puisque l'homme en gris lui dit, je cite, « Vous vous êtes donc enfin rendu à mon invitation, et nous voilà, comme on dit, 2 têtes dans un bonnet. C'est à merveille. Or, rendez-moi mon nid d'oiseau, vous n'en avez plus besoin, et vous êtes trop honnête homme pour pouvoir injustement retenir le bien d'autrui. D'ailleurs, sans remerciement, je vous proteste que c'est du meilleur de mon cœur que je vous l'ai prêté. » Fin de citation. Il le reprend des mains du héros sans qu'il s'y oppose, le remet dans sa poche et le regarde en partant d'un nouvel éclat de rire si sonore que le père de Mina se retourna au bruit. Peter est tétanisé et l'homme en gris poursuit, montrant à quel point il est maléfique. Je cite, « Avouez, poursuivit-il, que ce bonnet est encore plus commode que mon nid d'oiseau. Il couvre au moins l'homme et son ombre, et toutes les ombres qu'il lui prend fantaisie d'avoir. Voyez, j'en ai pris aujourd'hui 2 à ma suite. » Il se mit à rire. « Tenez-le vous pour 10 schlémil, que l'on en vient à faire malgré soi ce que l'on n'avait pas voulu faire de bon gré. Je suis toujours d'avis, et il en est encore temps, que vous repreniez votre ombre prétendue. Pour Rascal, nous le ferons pendre. Cela ne sera pas difficile tant qu'il y aura des cordes. Tenez, je vous donnerai mon bonnet par-dessus le marché. » Fin de citation. Sur ces entrefaits, la mère de Mina essaie de convaincre le père d'attendre au moins un peu avant de la marier contre son gré avec un autre homme que celui qu'elle aime, mais son mari est intraitable et minimise le chagrin de sa fille. Rascal est un bon parti puisqu'il a dérobé une bonne partie de la fortune sans fin de Peter. Il vient juste d'acheter pour 6 millions de terres à exploiter et où vivre. Le personnage porte décidément bien son nom, puisqu'un Rascal est un coquin, un gredin, un vaurien, une racaille. Ne vous inquiétez pas, ça ne m'avait pas échappé. Rascal possède aussi l'équivalent de 3 millions provenant de la maison de Thomas John. La mère de Mina le traite de voleur, le père dit qu'il est économe. Au moins a-t-il son ombre, conclut-il. Mina apparaît, épuisée et en larmes. Son père lui tient un discours protecteur mais intéressé. Il lui demande d'accepter d'épouser Rascal qui possède 10 millions, soit 10 fois plus qu'eux. Mina accepte par dépit et l'homme en gris dit à Peter « Et vous pourriez soutenir cette scène ? Qu'est-ce donc qui coule dans vos veines ? Est-ce bien du sang ?» Fin de citation. Et il ajoute après avoir blessé légèrement Peter à la main « Oui, dit-il, c'est du sang, du véritable sang. Signez donc !» Fin de citation. Peter s'adresse alors une fois encore à Adelbert, son interlocuteur et auteur de l'histoire, et profère un petit discours philosophique en disant qu'avec le temps, et il s'est pardonné à lui-même, bien qu'il y ait selon lui une certaine forme de fatalisme et une nécessité, voire une prédestination dans l'ordre des choses. Je cite,
Il faut que ce qui doit être arrive. Fin de citation. De retour dans le présent du récit, Peter s'évanouit et l'homme en gris le réveille sans ménagement en l'invectivant. Je cite « N'est-ce pas là, disait-il, se conduire comme une vieille femme? Allons, qu'on se dépêche et qu'on fasse ce que l'on a résolu de faire. Ou bien a-t-on changé d'avis et veut-on s'en tenir à pleurer ?» Fin de citation. La nuit est tombée. Le mariage entre Rascal et Mina a été célébré. Peter enlève son bonnet d'invisibilité et se hâte de rentrer en toute discrétion chez lui. L'homme en gris ne le laisse pas tranquille pour autant. Il le suit et continue de le harceler de longs monologues. Je cite « Voilà donc ce que l'on gagne à soigner durant tout un jour monsieur qui a des attaques de nerfs. Un autre aurait dit grand merci, mais, mon ami, c'est fort bien, fuyez-moi tant que vous voudrez, sauvez-vous tant que vous pourrez, nous n'en serons pas moins inséparables. Vous avez mon or, et j'ai votre ombre. Il n'est plus de repos pour l'un ni pour l'autre. Jamais ombre a-t-elle abandonné son homme. La vôtre m'entraîne, m'attache à votre suite, jusqu'à ce qu'enfin il vous plaise de la recevoir en grâce et de m'en débarrasser. Je vous le prédis, vous ferez un jour, et trop tard, par lassitude et par ennui, ce que vous n'avez pas voulu faire de bon cœur quand il en était temps. On n'échappe pas à sa destinée. Fin de citation. La thématique du destin est à nouveau mise sur la table, et l'homme en gris n'a de cesse de parler d'ombre et d'or qui aideraient tant Peter. Lorsque notre héros épuisé arrive chez lui, tout est saccagé et les domestiques ont quitté les lieux. L'homme en gris le raille à nouveau en ces termes. Je cite « Ainsi va le monde, dit-il, mais vous retrouverez votre Bendel. On l'a prudemment l'autre jour renvoyé si fatigué qu'il aura été obligé de garder la maison. » Fin de citation. Il se remit à rire. Il aura une longue histoire à vous faire. Bonsoir donc pour aujourd'hui, au plaisir de vous revoir, et bientôt. Fin de citation. Bendel accueille son maître avec des larmes de joie et d'épuisement. Le valet est épuisé et malade, il a l'air faible. Quant aux cheveux de Peter, ils sont devenus tout gris. Bendel installe son maître dans une pièce épargnée et lui sert une collation. Il lui explique que l'homme en gris l'a traîné derrière lui, mu par une force immense sur une très longue distance. Bendel est alors rentré au domaine et Rascal mena la foule à l'assaut de la propriété. Peter a été assigné par la police comme suspect et sommé de quitter la région sous une journée. Rascal avait, semble-t-il, dès le début planifié de trahir Peter et s'être fait une fortune grâce à lui qui lui suffirait à prospérer pour le reste de son existence. Peter libère alors Bendel de ses devoirs de valet et lui ordonne de se séparer de lui, tout en lui promettant de garder le meilleur souvenir de lui. Peter se met alors à errer sans but, à dos de cheval, mais il est très vite rejoint par un piéton qui lui demande s'il peut placer sa veste à l'arrière de son cheval. Peter accepte en toute simplicité. L'homme prend la route à ses côtés et le distrait en lui parlant de philosophie et de métaphysique, tout en expliquant qu'il a su lui-même s'en détacher au profit d'une certaine douceur dans l'existence. À la faveur du jour, Peter se rend compte que l'homme qui converse avec lui depuis plusieurs heures n'est autre que l'homme en gris qui dit alors, je cite, « Souffrez qu'une fois, comme c'est l'usage dans le monde, notre intérêt commun nous réunisse, nous aurons toujours le temps de nous séparer. Je vous avertis que cette route qui traverse les montagnes est la seule que vous puissiez tenir. Vous n'oseriez descendre dans la plaine et vous ne voudriez pas sans doute repasser les montagnes pour retourner au lieu d'où vous êtes venu. Ce chemin est aussi le mien. Je vous vois pâlir à l'approche du soleil, je veux bien vous prêter votre ombre pour le temps que durera notre société, et pour cette complaisance, vous me souffrirez près de vous, aussi bien n'avez-vous plus votre Bendel, vous serez content de mon service. Vous ne m'aimez pas, j'en suis fâché. Cela vous empêche-t-il de vous servir de moi ? Le diable n'est pas si noir qu'on le peint. Vous m'avez impatienté hier, cela est vrai, mais je ne vous en tiens pas rancune aujourd'hui. Et vous m'avouerez que je vous ai déjà abrégé le chemin jusqu'ici. Allons, faites encore une fois l'essai de votre ombre. » Fin de citation. Pour la première fois, l'homme en gris fait un aveu à demi-mot et joue sur la polysémie, c'est-à-dire sur la pluralité du sens sur son identité lorsqu'il dit « Le diable n'est pas si noir qu'on le peint, et effectivement, il est gris. » Peter dépité accepte la compagnie du diable et ce dernier, toujours pour l'attendrir en vue de ce qui pourrait suivre, renvoie son ombre aux côtés de son propriétaire, mais seulement temporairement. Lorsque Peter fait mine d'aller vers la société et les hommes, le diable la récupère subtilement et Peter s'expose au même danger qu'auparavant. Je cite « Je vous tiens, continua-t-il, par votre ombre, et vous ne m'échapperez pas. Un homme riche comme vous a besoin de ce meuble, et vous n'avez que le tort de ne pas l'avoir senti plus tôt. » Fin de citation. Le diable poursuit son entreprise et se fait passer pour le valet de Peter et lui restitue son ombre dès que nécessaire. Le diable est la connaissance et la malice, ici il ne fait pas exception.
Il s'acquitte de son pseudo-rôle de valet avec une exemplarité inhumaine, un empressement, une intelligence et une dextérité qui surpassaient toute idée. C'était le modèle accompli du valet de chambre d'un riche. Fin de citation. Le diable s'empresse de redonner à Peter une situation de riche pour qu'il ressente le besoin impérieux d'avoir une ombre pour pouvoir jouir matériellement de tout. Après tout, il y a une différence fondamentale entre les bourgeois et les gueux, comme le dit Thomas John au début du récit. C'est précisément cette attitude typiquement dégoûtante que dénoncera Stirner quelques années plus tard, lorsqu'il écrit dans sa recension sur les mystères de Paris en 1844, je cite « A-t-il de l'argent ? Cette question va de pair avec la suivante. A-t-il de la vertu ? Le banquier ne s'occupe pas du démuni, celui-ci lui fait honte. Celui qui ne possède pas les vertus d'un honorable bourgeois ne doit pas s'approcher trop près de lui. » Fin de citation. Alors vous pensez bien qu'un homme aussi fortuné que Peter Schlemihl ne peut apparaître que dans une troupe de bourgeois superficiels, hypocrites, et dans l'apparence sans une ombre bien à lui, dont il est d'ailleurs le propriétaire, le seigneur et maître. J'arrête là mes sarcasmes et reprends le récit. Peter reste ferme et n'engagera pas son âme après tout ce qu'il a déjà dû sacrifier. Amour, dignité et même humanité en un sens. Le diable le menace encore après l'avoir tenté, mais Peter réplique « Vous paraissez oublier, monsieur, que si je vous ai permis de m'accompagner jusqu'ici, ça n'a été qu'à certaines conditions et que je me suis réservé mon entière liberté. Dites un mot, répondit-il, et je ferai mon paquet. » Fin de citation. Le diable le met ensuite en face de ses erreurs et de ses actes immoraux. C'est de la faute de Peter Schlemihl s'il en est là où il est. Il lui propose ensuite une dernière fois de racheter son ombre. Peter veut l'échanger contre la bourse sans fond, mais le diable refuse. Les deux protagonistes se séparent alors, mais le diable prend une sorte d'assurance sur la suite. Si Peter veut le convoquer, en particulier en ce qui concerne son ombre, il n'a qu'à secouer son sac d'or et le diable accourra instantanément. Peter demande alors ce qu'il est advenu de Thomas John et le diable sort le fantôme de ce dernier de sa poche. Le fantôme s'écrie « Justo judicio Dei judicatus sum, justo judicio Dei condemnatus sum ». Je suis jugé par un juste jugement de Dieu, je suis condamné par un juste jugement de Dieu. Fin de citation. Peter, saisi d'horreur, jette sa bourse sans fond et intime au diable de ne plus reparaître devant lui, et ce dernier s'exécute. Peter est sans ombre et sans argent, seul l'amour lui manque, autrement il affirme qu'il serait sûrement heureux. Il lui reste quelques pièces d'or et il décide de s'endormir. Il rêve de Mina et Bendel et croit même reconnaître l'auteur, Adelbert von Chamisso. Aucun des participants du rêve ne possédait d'ombre et personne ne semblait s'en soucier. Peter commence une nouvelle vie et se met en route, habillé modestement. Il croise un paysan qui lui fait la conversation, puis s'offusque de ce que Peter n'a point d'ombre et le plante sur place, l'abandonnant. Peter use ses chaussures pendant son voyage et fait l'ermite pour de bon. Il précise que ses cheveux sont devenus tout blancs. Il sort de son isolement pour racheter une paire de bottes, mais face au prix exorbitant de la paire neuve, il doit se rabattre sur une occasion. Peter pénètre dans une forêt profonde, puis dans un champ de glace qui s'étend à perte de vue. Il ne comprend pas du tout où il est et aboutit sur un océan de glace où vivent des phoques. Continuant sa route, il traverse à nouveau une forêt, puis un désert brûlant, puis des rizières, puis une plantation de mûriers, le tout en un quart d'heure depuis sa sortie du bourg. Peter constate qu'il ne rêve pas et se fait subitement aborder par deux Chinois, puis le paysage change encore à chacun de ses pas. Peter réalise alors qu'il a à ses pieds des bottes de 7 lieues, encore un objet magique typique des contes, notamment de Charles Perrault. Peter verse des larmes de joie et consacre dorénavant son temps à l'étude de la nature, qu'il explore à loisir en évitant la compagnie des hommes à chaque pas. Peter loge dans une grotte de Thèbes en Égypte, passe par tous les continents et voyage sans cesse. Quelques espaces trop reculés ou dangereux lui demeurent inaccessibles, mais il fait tout pour y accéder. Un jour, Peter est attaqué près de la Norvège par un ours et il finit à la mer en tombant à cause de ses bottes de 7 lieues. Il va se réchauffer au désert de Libye, mais affaibli, se met à divaguer à cause de la chaleur et finit par errer entre les continents. Il marche sur le pied de quelqu'un qui l'assomme et se réveille dans un lit avec des personnes à son chevet qui l'appellent numéro 12, alors que le mur porte son nom, Peter Schlemihl. Cette maison dans laquelle Peter est soigné porte le nom de Schlemihlum, il fallait oser, comme un asylum. Les deux personnes à son chevet exhortent à prier Dieu pour Peter Schlemihl. Il s'agit en fait de Mina endeuillée et Bendel qui se sont retrouvés. Peter apprend qu'il se trouve dans la ville natale de Bendel, où il a construit le Schlemihlum en son honneur avec le reste de l'or maudit de la bourse sans fond. De nombreux infortunés ont pu être sauvés grâce à cela et ont loué le nom de Peter Schlemihl.
Mina est veuve parce qu'un procès criminel a coûté l'argent et la vie de Rascal qui est finalement puni. Mina et Bendel ont traversé tant d'épreuves qu'ils sont en paix avec eux-mêmes, pratiquent la charité et la vertu et ne craignent pas l'avenir ou la mort. Cependant, ni l'un ni l'autre n'a reconnu Peter Schlemihl au chevet duquel ils étaient pourtant, à cause de son âge avancé. Peter s'en va discrètement une fois remis et laisse un mot disant, je cite, « Votre vieil ami est, ainsi que vous, plus heureux aujourd'hui qu'il ne l'était alors, et s'il expie sa faute, c'est après s'être réconcilié. » Fin de citation. Il part alors retrouver son fidèle chien Figaro qui le cherchait désespérément et le retrouve. Il deviendra un explorateur féru de zoologie, de botanique et de géographie. Il écrit de nombreux ouvrages qu'il veut transmettre à l'université de Berlin et termine son récit en adressant ses recommandations, soit la morale de l'histoire, à Adelbert von Chamisso. Je cite « Quant à toi, mon ami, si tu veux vivre parmi les hommes, apprends à révérer d'abord l'ombre, ensuite l'argent. Mais si tu ne veux vivre que pour toi et ne satisfaire qu'à la noblesse de ton être, tu n'as besoin d'aucun conseil. » Si j'en fais le commentaire rapidement, la première partie recommande de favoriser la morale à l'argent et la seconde donne à l'individu la possibilité d'être par lui-même grâce à ses propres ressources et de devenir toujours plus individu, comme chez Kierkegaard et Stirner ou comme Peter l'ermite à la fin de sa vie. A noter également que Peter Schlemihl est un pleurnichard compulsif pour lequel je n'ai aucune affection tout au long du récit, mais qu'à l'âge mûr, il fait montre de suffisamment de volonté et de courage pour conserver son âme au détriment de son ombre. Je rappelle que dans la théologie chrétienne classique, l'âme est ce qui lui permet de survivre à sa propre mortalité, de trouver une félicité, de conserver une personnalité et de disposer de l'éternité pour devenir toujours meilleur dans les cieux. Un homme qui a perdu son âme est condamné à errer dans les limbes ou à disparaître pour de bon, à être une coquille vide comme Thomas John, un spectre, etc. Voilà pour l'histoire de Peter Schlemihl, j'espère que ça vous a plu et vous a donné l'envie de lire le texte original qui a un charme et une personnalité propre indéniable, même traduit en français. Je m'arrête là pour cette fois-ci, salut tout le monde.